Zone 3N. Après une nuit à Canala, je me remets en route et quitte la commune au petit matin, direction le nord. Les paysages verdoyants défilent avant de brutalement disparaître pour laisser place à un paysage minier lunaire. Ici, le nickel est roi. À travers les différentes rencontres que j'ai pu faire lors de la suite de mon voyage sur la côte Est, j'aimerais vraiment dans cet épisode vous présenter un peu plus les différentes tendances politiques au sein du peuple kanak. J'estime personnellement qu'il y en a 3. Les indépendantistes intransigeants que beaucoup appellent radicaux, les indépendantistes pragmatiques ou modérés, et les loyalistes. Je vais commencer par vous présenter les indépendantistes intransigeants. Justement parce que la première voiture de la journée qui me prend est un pick-up occupé par 3 jeunes kanaks qui en font partie. Dès que je rentre dans la voiture, je sens une certaine tension. On se met à parler et ces derniers évoquent la situation actuelle avec une vraie colère, une rancœur profonde et vraiment marquée. J'ai caché les munitions dans mes poches. Ouais. Partagé un peu avec tous les neveux là, caché dans les poches. Parce que moi j'ai tourné avec les fusils là-bas à Nouméa parce que les mecs ils tiraient dessus, toi. Ouais. Voilà. Les milices et tout ça. Moi ils m'ont coincé le 16 mai, le soir. Je les ai semés là, je les ai cachés là. Et du coup, il y a une grosse poursuite en voiture? Ouais, comme je connais par cœur le quartier. Mais t'inquiète pas, on attend que ça finisse parce que moi j'ai reconnu des voitures. T'inquiète pas. On va régler ça. On a arrêté les mines là-haut, à Canala. Nous on est acteurs aussi là-haut dans les mines. Ok. On a préféré arrêter parce que on donne gratuitement la terre. On ne voit pas les retombées là-haut. Dans les tribus, il n'y a pas de retombées dans les chefferies. Ouais. Ça ne change pas. Non, ça ne change pas. Voilà, on nous donne des petites miettes. Les Kanaks sont toujours diminués, quoi. C'est pas comme les aborigènes en Australie. Jusqu'à Paris, là-bas, ils ont tapé les gens depuis 1838. Et les gens qui habitent ici, ils sont sauvés le côté parce qu'ils savent. Il est venu là, ils ont amené les tabacs, l'alcool. Des tabacs, ah je prends un peu de terre, donner l'alcool, ah je prends un peu, là ça raconte, il raconte. Ils sont milliardaires ici. Il a, tu sais combien de têtes il a? Non, combien? Il a 100 000 têtes. Il doit avoir des dizaines de milliers d'hectares alors. Tout seul, là. Déjà, tout seul. L'objectif c'est de reprendre tout ça? On fait un lot, il est de récupérer des butés. Et foutre dehors. Regarde le paquet. Ouais. Regarde comment les réseaux. C'est des purs racistes, putain. Et ils nous traitent de racistes. En plus, elle est arrivée ici il y a quoi? À 10 ans, 9 ans. Elle est arrivée dans un bateau, cette connasse. Ah, je croyais qu'elle était née ici. Non, elle n'est pas née ici. Elle est arrivée en bateau. Elle est arrivée pendant les événements. Et on ne reconnaisse pas le peuple européen ici. On ne reconnaisse pas. Chez nous. Ils veulent faire un drapeau pour eux. Mais c'est quoi ce drapeau là? Hein? Non, on veut pas d'un bleu blanc rouge, non? Ça c'est le bleu blanc rouge La France, là. C'est le drapeau de quoi? C'est à cause de la guerre de 1749. J'arrive ensuite à Pointe-d'Imier, le plus gros village de la côte Est, où je passerai une nuit. Je rencontre au début de la ville des militants qui tiennent un barrage filtrant et qui acceptent de faire une interview. Ils appartiennent aussi à la même tendance intransigeante que les 3 jeunes qui m'ont pris en stop précédemment. Les garçons se mobilisent parce qu'ils se sentent touchés par la signature de ceux qui ont signé les accords de Nouméa. Ils ont signé ça avec les victimes de l'histoire et ça nous a créé des problèmes parce qu'on ne peut plus être décolonisé parce qu'ils ont détourné le sens du référendum de décolonisation en voulant faire voter ceux qui ne sont pas concernés par la décolonisation parce qu'ils sont la colonie, y compris ceux qui viennent pour travailler. On va commencer à aller voir tous les gars, tous les droits communs qui habitaient les terres spoliées pour leur expliquer ça. On va leur expliquer et en même temps, s'ils veulent rester, ils payent aux clan terriens. S'ils veulent partir, ben, ils rendent les terres, parce que ce sont des terres coutumières. Mais ça a été
enlevés par la prise de possession. Donc en gros, ils peuvent rester s'ils reconnaissent la souveraineté, Voilà. enfin le fait que ces terres sont au Kanak. Pas seulement reconnaître, mais louer. Pour résumer rapidement, les intransigeants sont révoltés et sans compromis. Cette tendance cherche à effacer complètement l'histoire coloniale et au premier chef à récupérer les terres, les mines et le contrôle politique total de l'archipel. Ils sont partisans d'une indépendance rapide et sans transition ni négociation. Cette tendance est clairement minoritaire, peut-être seulement 10% des Kanaks. Cela fait beaucoup d'explications politiques, faisons une petite pause. En plus, jusque-là, je vous ai montré beaucoup d'images spectaculaires et négatives, mais j'aimerais être un peu plus honnête sur la situation sur place. Oui, il y a des barrages, des militants, de la tension, mais la situation était au moment de mon voyage vraiment meilleure. À Point-d'Imier, par exemple, j'ai filmé quelques scènes de la vie locale, où la vie a repris ses droits et où chacun vaquait à ses occupations. Et du coup, ça c'est un marché qui est tous les combien de jours? Mercredi, vendredi. Donc là, c'est un peu fini les ventes et maintenant c'est le bingo, c'est ça? C'est quoi votre spécialité? Ou ce que les gens ils préfèrent ici? Bon, généralement, tu vois, c'est burger, tacos. En ce moment, on fait les tacos. C'est à la mode. Tout ce qui est tacos, ils aiment bien. Ça change un peu. Ok, cool. Voilà. Bon, et ben merci. C'est nous. Alors que je reprends ma route plus au nord, je rencontre une femme kanak de 81 ans. Très vive, drôle, elle m'a interpellé alors que je mangeais un sandwich sur le bord de la route. Elle m'invite ensuite à prendre un café chez elle. Elle a un point de vue radicalement différent sur la situation, elle est ce qu'on pourrait appeler une royaliste ou une non-indépendantiste. Et moi, il y a un truc que je trouve très intéressant et qui me surprend. Donc vous êtes né en 1945. Donc c'était encore l'époque du code de l'indigénat, où c'était très dur pour les Kanaks, il y avait des injustices, etc. Pourquoi vous n'êtes pas en colère contre la France, alors que vous êtes né justement quand c'était le plus dur? Oh, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Parce que c'est vrai, je suis la peau noire, mais on est toujours français. Hein. On sait qu'on est toujours français. Ouais. On est toujours français, nous. Nous, on marche pas avec eux. Parce que c'est vrai, ce qu'ils ont fait là. Comme ça, nous. Parce que moi, je suis français, mais les Français, ils viennent là, à la maison. Hein. Tous les couleurs, ils viennent à la maison. Hein. Mais moi, quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Hein. Moi, j'ai ma grand-mère pensée, là, j'ai ma soeur. Celle qui est venue de métropolitaine. Elle habite juste là où j'ai ma fille. Puis voilà, elle descend en bas, puis nous, on la picole un peu, voilà, tout ça, là, on se parle. Oh là là, elle est gentille pour moi. Puis eux, leur époque avant, ils faisaient pas comme aujourd'hui. Voilà, ils parlaient mal aux Français et tout. Avant, à l'époque, à eux, non. Eux, la France, c'est la France. Est-ce que c'était du respect ou c'était de la peur? Non, c'est du respect. C'était du respect. C'est pas comme maintenant. Pas voir ça. Et vous, en Calédonie, ça vous a jamais pénalisé dans votre vie d'être kanak? Vous n'avez pas des, je sais pas, des caldoches ou des blancs qui vous ont discriminé, qui vous ont empêché de faire des choses? Non, ou, rien. Au contraire, eux, ils viennent m'aider ici. Tous ceux qui viennent ici pour travailler ici, ils m'aident. Bon, ça dépend, parce qu'il y en a des Kanaks mélangés avec les blancs, quoi. Et ils viennent, les sociétés, quand c'est entreprises, là, ils viennent là. Mais jamais. À l'époque, à eux, ils sont bien soudés entre les blancs, Mais maintenant, là, ils font les différences un peu, tu vois. Moi, ma belle-sœur, elle est mariée avec un Français, à mes oreilles, t'as été bénévole. Elle est restée avec un mec de Limoges, c'est pour ça que je suis partie là-bas. Mon premier voyage, c'est avec elle, avec son mari. Okay. Voilà. C'est là que moi, j'ai eu la neige. Le plus terrible, ça. Oh, la neige, le verglas. Ah non. Alors là, t'as pas à sortir, là. Tu es là, avec la cheminée, tout, bon sang. On est en train de faire griller la châtaigne. C'est bon, ça. Oh là là, c'est bon. On a dit à ma soeur, la belle-sœur. Mais tu connais, ça picole, hein, moi, parce que moi, je bois du vin. Moi, là, j'aime bien. Oh là là. Faut marcher avec les blancs, faut marcher avec ceux de là, marcher ensemble. Voilà. Comme ça, c'est notre Calédonie. Faut pas perdre la guerre, faut pas perdre tout ça, non. Ça sert à rien de dire pacifique, c'est ça. Nous, on n'aime pas. Moi, j'aime pas tout ça. Je décèle dans l'histoire de Juliette une existence pour qui la colonisation n'a pas été la fin d'un monde. Ses ancêtres n'ont pas perdu leur terre, son père, diacre, avait une place respectée dans la société. Sa famille est métissée. Son histoire laisse imaginer une réalité alternative. Une réalité où les Kanaks auraient une place de choix dans la société, des opportunités, et peut-être un moins grand sentiment de révolte. Une réalité alternative où la France n'aurait pas été leur damnation, mais une opportunité. Peut-être que l'histoire, alors, aurait été différente. Globalement, les Kanaks loyalistes ont le sentiment que leurs particularités sont prises en compte et apprécient les avantages d'être français comme la facilité de voyager par exemple,
ou le système de santé ou éducatif. Entre les loyalistes et les intransigeants, il y a les indépendantistes pragmatiques, modérés. C'est la grande majorité des Kanaks. Globalement, ils souhaitent un rééquilibrage économique, mais souhaitent vraiment vivre avec tout le monde. Ils souhaitent aussi un processus d'indépendance progressif, mais négocié. Les plus modérés sont aujourd'hui regroupés autour du parti Le Palika, Parti de Libération Kanak. J'ai pu rencontrer Philippe, une personne qui n'est pas militant, mais qui partage cette opinion. On ne peut pas laisser au banc de la route des personnes qui ne veulent pas être indépendants. Et moi, c'est important, c'est aussi important qu'être indépendant. Il faut aussi faire participer tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est ceux qui sont justement, qui ne veulent pas être indépendants. Parce que, ouais, non, ça ne marcherait pas. Enfin, pour moi, ça ne marcherait pas. On accepte tout le monde, voilà, ou on bloque le truc, quoi. Okay. Je trouve que cette vision-là, elle me correspond parce qu'elle est plus... Comment on va dire ça? On va y aller petit à petit. C'est peut-être un défaut, parce que certains le disent aussi, c'est un défaut. Il faudra aller plus vite, c'est-à-dire avoir une indépendance et puis c'est tout. Alors que là-dessus, non. Je pense qu'on a déjà commencé à tracer une route, c'est-à-dire jalonnée par des passages obligés, vu les accords de Nouméa. Ça, c'est mon point de vue. Et voilà, quoi. Et après, être indépendant avec tout ce qui s'est passé, là, ça confirme quand même ce que je pense. Les exactions du 13 mai ont confirmé que avoir une indépendance sans... On va pas dire pas réfléchir, on va dire plutôt sans organisation à long terme derrière, bah, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Ça pourrait se faire, mais ce serait très 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 compliqué. Et on laisserait pas mal de personnes au bord de la route. À côté du Palika se trouve le parti historique du mouvement indépendantiste, l'Union calédonienne. À Yengen, j'ai la chance d'être mis en contact avec l'un de ses leaders. Condamné à plusieurs années de prison avec sursis, il m'accorde une petite interview dans sa voiture alors qu'il est en route pour retrouver des amis. Tu n'auras pas l'indépendance, les Kanaks ils vont s'emmerder jusqu'au bout, contents ou pas contents, mais pacifiquement. Mais même nous aussi, même moi je porte cette parole-là. Je dis, tant que nous n'aurons pas l'indépendance, on vous emmerdera jusqu'au bout. On est arrivé là, c'est par rapport au dégel du corps électoral. Il y a des gens, des loyalistes, qui ont initié ce chemin-là pour qu'on arrive là. Et puis c'est à partir de là que nous on s'est mobilisés. Et puis, de toute façon, on avait prévenu l'État, on a fait des marches à Nouméa, tous les gens à nous, ils ont fait des marches pour prévenir. On ne touche pas au corps électoral. Non, voilà. Il y a Mesdorf, Bakes, Gilles Brial, les mecs qui sont là pour initier et activer le mouvement pour qu'on arrive là. Puis maintenant, on dit que voilà, c'est à cause des Kanaks, c'est à cause de la CCAT. Mais je sais pas, à un moment donné, il faut réfléchir aussi. On est des hommes, on est des humains. Je dis voilà, maintenant on met des jeunes, on dit que les jeunes ils vont réfléchir autrement, faire autrement les choses. Non, c'est encore plus n'importe quoi. On retourne en 30 ans en arrière. Mais on a mis des jeunes. Les gens maintenant, ils se sont fait emprisonner. Puis on revendique nos droits. On ne sait pas pourquoi. Nous, on n'a pas d'armes, on n'a rien. C'est avec la bouche. Et puis voilà, nous les hommes, on est debout sur cette terre-là, notre terre. Puis voilà, on lance toujours la parole, mais voilà. Toujours rien du tout. On n'a toujours rien, jusqu'à maintenant. Et puis, même nous, à Yengen, on a bloqué la gendarmerie de Yengen, pacifiquement. Hein. Bloqué la gendarmerie de Yengen, ils ont dit qu'on a attaqué la presse, et nous a dit qu'ils ont attaqué Nous, on a attaqué la gendarmerie de Yengen. On n'a jamais attaqué la gendarmerie de Yengen, on était devant le portail, on est resté là. Brigade bloquée. On n'a jamais attaqué la gendarmerie de Yengen. Pour en finir, ils ont évacué tous les gendarmes qui étaient à Yengen. Ils ont envoyé des GIGN sur place là-bas pour essayer de, je sais pas, peut-être nous tuer ou je sais pas, avec leurs armes, leurs casques, le truc. Mais ils sont arrivés là-bas, ils ont vu qu'ils sont tombés sur des gens qui n'ont pas d'armes. On les a appelés, venez là, on va discuter. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour régler cette situation? Mais moi, je pense que faut que tout le monde dans ce pays-là, tous les politiciens, nous, ils se mettent autour d'une table et puis essayer de discuter, de trouver des solutions. Arrêter d'accuser la CCAT, accuser l'autre. Non, maintenant, il faut se mettre autour d'une table. Vous voyez le message au président de la République aussi, que voilà, faut pas faire n'importe quoi aussi, pas décider n'importe quoi. Parce que voilà, on a vu que Darmanin aussi, il a décidé n'importe quoi pour ce pays. Puis nous, on n'est pas d'accord. Puis, il faut pas, je veux dire, ce pays-là, il faut pas que ça se décide là-bas en métropole, en France. Le combat de ce pays soit décidé dans ce pays.
l'État colonial est toujours là avec son armée en train de nous réprimer, de nous faire ça, de nous marcher sur la tête, c'est sûr qu'on va aller dans un truc pas possible. Mais si on est déjà le président ou les ministres, des ministres des armées, ils ont quand même quelque chose dans la tête pour dire qu'on arrête ça, puis on se met autour d'une table pour essayer de travailler et puis réfléchir autrement, on peut arriver à quelque chose. Vous voulez vraiment discuter, ouais. Ah ben il faut essayer de discuter pour trouver quelque chose, parce que là on est là pour nos enfants, le combat il est là pour tous les enfants. Nous voilà, il y a des gens radicaux, il y a des gens ceci, cela, mais il faut laisser un peu nos convergences de côté et puis essayer de s'asseoir sur une table et puis discuter, faire le travail. Yengen est aussi la commune de naissance du plus connu et du plus central des leaders indépendantistes, Jean-Marie Tjibaou. Il repose dans sa tribu d'origine, à Tiendanit, dans les montagnes de Yengen. Et je décide de m'y rendre. Sur la route, je tombe alors sur un mémorial qui me ramène à nouveau en cette fatidique année 1984. À cet endroit même, une dizaine de militants indépendantistes répartis dans 2 voitures ont été pris en embuscade par des loyalistes locaux, convaincus que des actions hostiles à leur égard étaient en préparation. Il y aura 10 morts. Et les carcasses sont toujours là. Dans cette embuscade, Jean-Marie Tjibaou perdra 2 frères. Ce dernier, dévasté par le chagrin, ne renoncera pas pour autant à sa ligne politique modérée et, alors que l'île est au bord du gouffre, appellera au calme et à lever les barrages. J'arrive finalement sur sa propre tombe. Jean-Marie Tjibaou est le grand artisan des accords de Matignon qui ont ramené une paix durable sur l'île jusqu'aux récentes émeutes. J'aimerais vraiment revenir sur ces accords qui, dans un monde où les conflits sont la règle et les négociations l'exception, restent un authentique exemple de compromis et de pragmatisme. Cette série d'accords se caractérise par 3 grandes composantes. Premièrement, une garantie de participation des Kanaks aux décisions politiques via 2 moyens, la limitation du droit de vote lors des élections locales aux seules personnes possédant la citoyenneté calédonienne d'une part, et la création de 3 provinces dotées de prérogatives importantes. 2 de ces provinces étant majoritairement Kanaks, cela permettra aux leaders locaux d'accéder aux responsabilités et de les rendre acteurs dans leur destin. Deuxièmement, un rééquilibrage en termes économiques, d'infrastructures, de développement des territoires majoritairement Kanaks. Les terres spoliées sont rendues, des subventions permettent de développer routes, usines, coopératives, dispensaires. Une partie des ressources en nickel est transférée à la gestion de la province Nord. Enfin, troisièmement, certains aspects de la culture kanak sont intégrés à l'école ou dans le droit. Mais il est absolument fondamental de comprendre que ces accords n'ont été acceptés qu'à contre-cœur par les 2 camps face au risque imminent de guerre civile. Je préférerais toujours un mauvais accord, fût-il mauvais, que la guerre civile. Pour résumer, les indépendantistes ont renoncé à l'indépendance immédiate, mais ont obtenu une vraie amélioration du sort des Kanaks. Les loyalistes ont accepté certaines mesures de redistribution en échange d'un répit transitoire. Mais ces accords ne constituent pas du tout la fin de l'histoire. Depuis, la Calédonie marche sur une ligne de crête, une situation instable qui peut toujours dégénérer à nouveau. Jean-Marie Tjibaou sera lui aussi assassiné avec son bras droit en 1989. Mais pas par un loyaliste ou un militaire français, mais par un autre indépendantiste de la tendance intransigeante, qui verra dans cet accord une trahison de son rêve d'indépendance, un renoncement à la lutte et une compromission avec la puissance coloniale. Il y a bien un puzzle kanak, complexe et parfois tragique. T'es tombé sur le bon pays, les manhattan sont la route, sinon accident plus vite. Dans mon petit caillou caché dans le Pacifique, malgré que c'est le paradis, il y a beaucoup de trafic. Les problèmes politiques, ça ne mène à rien à part chez les flics. J'en ai rien à faire, ça reste toujours ma Kanaki. Kanaki, Calédonie, oui, c'est mon pays. Tu peux trouver des métis.